Bonjour à tous dans cette nouvelle table ronde de Zoom Invest du 19 octobre 2022. J'espère que vous allez bien. J'ai aujourd'hui la chance d'animer cette double table ronde de 10h à 11h en direct de Bordeaux et j'ai ressorti un polo puisqu'il fait 29 degrés chez nous. Bah voilà, tant pis, hein, c'est sympa de vivre dans d'autres villes, mais en fait, il vaut mieux vivre à Bordeaux en ce moment. J'ai des invités de qualité parce qu'évidemment, le contexte est un peu complexe. On traverse actuellement un champ très brouillé. Les cartes, bah, on a du mal à les lire entre classes d'actifs, ce qui complique pour nous, CGPI, et je le suis moi-même, une lecture claire permettant de créer les allocations adaptées à nos clients. Il semble donc y avoir plus de décorrélation, enfin, il ne semble plus y avoir de décorrélation entre actions et obligations, pardonnez-moi, et tous les secteurs semblent touchés par la volatilité et les incertitudes. Donc, comment on évolue dans cet environnement pour les différentes classes d'actifs? Et nous allons parler pendant cette première demi-heure des petites et moyennes capitalisations, parce qu'on aime bien faire un point régulier sur cette classe d'actifs. Quelles sont les perspectives de cette classe d'actifs dans les prochains mois? Parce que celle-ci ne réagit pas souvent avec le consensus, donc on a peut-être des surprises à apprendre aujourd'hui. Je reçois pour en parler Caroline Gauthier, co-responsable de la gestion action chez Edmond Rothschild AM, Alain Dubrul, directeur de la gestion chez Claresco Finance, et Saad Benlemine, gérant du fonds Kirao Small Caps chez Kirao AM. Comment allez-vous tous les trois? Bonjour. Très bien, merci. Parfait. Alors, on va démarrer tout de suite. On va évidemment commencer par justement faire un point sur le contexte dans lequel vous évoluez chacun dans votre société de gestion et voir un peu comment actuellement vous analysez l'environnement dans lequel vous devez piloter. Caroline, je te laisse commencer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'environnement macro? Oui, bien sûr. Alors, comme ça a été mentionné, on peut dire que l'environnement a été particulièrement compliqué depuis le début de l'année, puisqu'avec l'envolée des taux longs, en fait, ça a joué en défaveur des actifs risqués, à la fois des actions et des obligations, ce qui est un fait assez rare. Il faut remonter à plus d'une trentaine d'années pour avoir cette configuration de marché. Alors aujourd'hui, je dirais qu'on a quand même pas mal de raisons de se faire peur sur les marchés. On a déjà un niveau d'inflation qui peine à rebaisser. On a des craintes, bien sûr, liées au ralentissement de l'activité économique. Le terme de récession est sur toutes les lèvres, bien sûr, enfin, tout du moins en Europe. On parle également de risque de crise financière. Donc voilà, c'est un environnement assez anxiogène. Au niveau de la microéconomie, nous, ce qu'on attend, c'est également des révisions à la baisse des attentes de résultats pour l'année prochaine, parce que jusqu'à présent, les résultats n'ont cessé d'être revus à la hausse, mais on sent bien que l'environnement macroéconomique va finir par peser sur les résultats des sociétés. Alors, ces révisions, on les attend, je dirais, entre maintenant, puisqu'on a la saison des troisième trimestre, des résultats du troisième trimestre qui s'ouvrent, entre maintenant et puis les résultats du Q4. Alors, je dirais que dans cet environnement de pessimisme ambiant, en fait, les allocataires ont été tentés de réduire au maximum leur exposition aux actions européennes. C'est assez compréhensif. Et puis, globalement, dans les portefeuilles, on a des positionnements qui sont très prudents. Alors, dans cet environnement, comment se sont comportés les small et mid cap? Naturellement, elles ont sous-performé leurs compétiteurs, les grandes valeurs. Pourquoi? Parce que c'est une classe d'actifs qui est inversement corrélée à l'aversion pour le risque. Autrement dit, en période de risk-off, c'est une classe d'actifs qui est boudée par les investisseurs. Donc c'est clairement ce qui s'est passé. On a une classe d'actifs qui a baissé de 28% pour les small cap européennes, 24% sur la zone euro. Donc la baisse a été assez violente, et ce qui a conduit à une situation où on a aujourd'hui une anomalie sur les valorisations. Si on regarde à la fois en absolu par rapport à l'historique, on est sur des niveaux jamais vus depuis 20 ans. Et également en termes relatifs par rapport aux grandes valeurs, là également, on a des niveaux qu'on n'a jamais observés depuis les années 2000. Donc pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui on se paye moins de 10 fois sur ces small caps de la zone euro
9,8 fois. La moyenne, c'est 15 fois. Et il n'y a plus du tout de prime par rapport aux grandes valeurs. Voilà, donc on pense qu'il y a des opportunités à saisir. Bon, je voyais le message arriver, c'était très bien abordé. Alain, est-ce que tu peux, pour rebondir sur ce que disait Caroline, il y a évidemment le comportement global, et j'aime pas toujours globaliser, de la classe d'actifs small and mid cap, mais évidemment, votre travail, c'est d'aller regarder là-dedans. Quelle est ton analyse? Tu la partages? Disons que pour nous, la caractéristique majeure, elle s'applique aussi aux small et mid cap, c'est de l'année en cours, hein, c'est le mouvement de remontée des taux longs, puisqu'en fait, on voit que le marché, d'ailleurs, depuis quelques semaines, il ne regarde que ça, hein. Donc, en fait, on a eu un rebond économique post-Covid en 2021 qui était fort, qui a engendré des tensions inflationnistes. Les banques centrales les ont un peu négligées parce qu'elles pensaient qu'elles étaient temporaires. Et puis, avec le conflit en Ukraine, en fait, l'inflation, qui était déjà forte, hein, s'est généralisée. Et donc, maintenant, on a des banques centrales qui sont contraintes de durcir leur politique monétaire afin de contenir une inflation qui, objectivement, tarde à rentrer dans le rang. Donc ça se traduit par des hausses de taux qui sont quand même énormes, hein. Le 10 ans français est proche de 3, le 10 ans italien et anglais et américain sont proches de 4. Sur même pas 12 mois, c'est une hausse de 300 points de base, c'est très important. Ça a un impact c'est défavorable pour les valorisations sur tous les marchés, obligataires compris d'ailleurs, mais aussi sur les marchés actions. Donc c'est ça qui est un peu compliqué. Et en freinant la demande et les nouveaux investissements, le choc de pouvoir d'achat induit par la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation et la forte hausse des taux, ça accroît le risque d'un ralentissement économique généralisé en 2023. Alors c'est vrai que pour l'instant, la hausse des taux longs, elle a plutôt impacté les valorisations des marchés financiers, actions et obligations, et pas tellement les performances des entreprises, qui sont pour l'instant objectivement assez résistantes, hein. Alors certaines ont constaté de l'inflation dans leurs coûts, ont parfois eu du mal à les répercuter, mais dans l'ensemble, les entreprises se portent encore assez bien. Donc dans ce contexte, en fait, les marchés financiers, ils guettent les signes de ralentissement économique, une moindre inflation, une détérioration du marché de l'emploi, qui pourrait infléchir le durcissement de la politique monétaire des banques centrales, limiter la hausse des taux longs, et du coup apporter du soutien à des multiples de valorisation qui sont bas, mais sachant aussi que les multiples peuvent s'améliorer si les taux arrêtent de monter, mais en même temps, il va falloir absorber une détérioration des résultats qui n'est pour l'instant pas guère reflétée dans le consensus pour 2023. Donc le risque, c'est que pour l'instant, c'est que l'inflation reste encore forte, ce qui fait que les banques centrales sont encore obligées de monter leurs taux et que le plafonnement des taux longs qu'on espère se tasse, mais ce n'est pas encore le cas. Alors pour les petites et moyennes valeurs, elles ont objectivement souffert d'une moindre liquidité. Moi, j'ai noté aussi que certaines entreprises ont été plus impactées que d'autres par la hausse de l'inflation dans leurs coûts. Elles n'ont pas pu les répercuter aussi vite que certaines grandes valeurs qui avaient aussi des couvertures de coûts. Et donc ça constitue un gap, mais je suis convaincu que ces petites valeurs seront capables de rattraper ce retard ensuite. Donc aujourd'hui, on est sur des niveaux de valorisation particulièrement bas, affectés par la liquidité. Ça peut encore durer un petit moment, pour être honnête, mais on a une vraie réserve de valeur à moyen terme. Bon, on va y venir parce que ça, je sens que c'est là-dedans qu'on va pouvoir trouver les opportunités pour en parler après. Saad, je te donne la parole également parce que j'aimerais bien avoir ta vision sur ce qu'on vient de se dire. Je suis assez en phase, effectivement, avec ce que disent mes confrères. J'aimerais juste prendre un tout petit peu de recul sur la classe d'actifs, en particulier sur les petites et moyennes valeurs. C'est vrai que c'est une classe d'actifs qui, historiquement, nous a habitués à surperformer les large caps. Si on regarde sur 2002 à 2017, grosso modo, sur ces 15 années-là, la classe d'actifs surperformait dans 75% des cas et dans des amplitudes assez importantes. Là, depuis 5 ans, en fait, depuis 2017-2018, on a une sous-performance assez régulière, ce qui est assez questionnant, impacté aussi par des flux assez sortants, puisqu'en fait la classe d'actifs a perdu quasiment 30% de ses encours en l'espace de 5 ans, hors effet marché, donc c'est vraiment significatif. Et on a sur les 5 dernières années 4 années de sous-performance. Donc c'est beaucoup, et dans des amplitudes de 8 à 10 points par an en moyenne. Donc bon, c'est assez inédit, c'est assez historique. On considère que c'est pas forcément normatif, encore heureux. Et sur 2022, ce qui est intéressant, c'est que le contexte macro qui a été évoqué juste avant, continue de faire mal à cette classe d'actifs, avec des taux d'intérêt qui montent fortement et rapidement, hein. Je crois qu'on n'a jamais vu un mouvement aussi fort en termes de frein à main de la part des banques centrales en termes de remontée des taux. Donc ça a évidemment un impact, même si certaines valorisations pouvaient déjà paraître relativement peu chères pré 2022 en fait. Donc la vraie question, et celle qui a déjà été soulignée,
c'est effectivement est-ce que l'inflation va se stabiliser, va continuer à augmenter ou va même potentiellement baisser. Alors, parce que c'est vrai que si l'inflation continue d'augmenter, on n'aura pas forcément, on a encore potentiellement un potentiel de baisse sur les niveaux actuels. Par contre, si on considère que les pics n'est pas très loin dans les semaines et mois à venir, il y a de quoi être potentiellement positif. Et ce qui est intéressant, dernier point, justement, c'est quand on s'intéresse à différentes classes, notamment les matières premières, en fait, ce qui impacte le plus l'inflation. On voit, alors vous le savez bien, le pétrole a déjà pas mal reflué. On est passé de 120 à moins de 100 aujourd'hui. Le gaz, paradoxalement, a quand même baissé de 30 à 40% sur les plus hauts. Alors on reste sur des niveaux supérieurs au début d'année 2022, mais on a des baisses quand même significatives sur l'acier, par exemple, qui est une matière première qu'on suit beaucoup parce que beaucoup de valeurs sont concernées. On a des baisses, on a quasiment perdu la moitié enfin, le cours a baissé de quasiment 50% depuis les plus hauts aussi, et là on est revenu sur des niveaux quasiment pré-crise. Donc il y a quand même des signes que ce ralentissement économique voulu par les banques centrales commence à avoir un impact, notamment sur les matières premières, sur le coût de transport, etc. La vraie question, c'est est-ce que sur l'inflation salariale, ça va se calmer également, ou alors est-ce qu'elle va prendre le relais et donc l'inflation va perdurer encore un bon bout de temps. Mais dans tous les Parfait, cas, merci. on a de quoi être un peu optimiste sur les derniers signaux relatifs à l'inflation. Oh, alors en plus, il fait encore plus la transition parce que tous les trois, vous en arrivez au même constat. On sait, et moi je trouve ça plutôt rassurant, je vous le dis, parce que moi je suis CGP, donc je vois des clients et j'ai besoin, quand je vous entends, d'avoir des éléments pour expliquer la macroéconomie, mais sans faire trop peur, parce que c'est compliqué aujourd'hui. Et finalement, l'idée, c'est quoi? C'est on ne se voile pas la face. Évidemment, l'inflation, la hausse des taux, les contraintes de 2023, puis peut-être de 2024 sur notre vie au quotidien, qui touchent forcément les small and mid. Mais une fois qu'on a fait ce constat de cet environnement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos convictions profondes pour ces prochains mois et comment vous pensez, par exemple, vous protéger, ou voire même, parce que j'ai compris votre message, de saisir des opportunités pour vos clients et les nôtres dans ce contexte. Alain, est-ce que je peux te lancer là-dessus? C'est-à-dire, en fait, soulève un peu le Bien sûr, hein. capot et dis-nous comment tu vas t'adapter à ce que tu nous disais il y a 2 minutes. Voilà, alors soyons réalistes, hein. On pense que les prochains mois vont quand même rester compliqués parce que la résistance de l'inflation va retarder l'assouplissement espéré du discours des banques centrales. Mais comme le disait Saad, c'est vrai que l'inflation en amont, elle commence à refluer. Donc il y a un moment où quand même ça va ralentir et où on s'attend à un infléchissement du discours des banques centrales. La question c'est quand? Peut-être pas tout de suite, mais ça n'interdit pas de commencer à regarder parce que le jour où ça va arriver, ça sera trop tard. Alors, dans ce contexte, nous, pour l'instant, on est plutôt sous-investis dans nos portefeuilles, avec une préférence pour les valeurs dont les résultats sont susceptibles de mieux résister à un ralentissement économique. Alors, il faut noter en fait que ces valeurs qu'on pourrait qualifier de défensives ou de croissance à un prix raisonnable, en fait, c'est celles qui ont principalement souffert depuis le début de l'année d'une baisse de leurs multiples. Toutes ces valeurs-là, en fait, leurs résultats ont été très corrects. C'est surtout les multiples qui ont souffert, alors que maintenant, plus on s'approche finalement de la récession et d'une forme de stabilisation des taux longs, pas encore tout de suite, mais quand même, on s'en rapproche, eh bien, typiquement, les valeurs qui, de notre point de vue, vont bien performer sont celles qui vont tenir sur les résultats et dont les multiples de valorisation seront pour le coup soutenus par le fait qu'on est sur des niveaux assez bas en ce moment et par aussi le fait que les taux d'intérêt long terme vont commencer à plafonner. Alors plus concrètement, ce raisonnement, il s'applique pour les valeurs dites, oui, défensives ou de Non, tu disais, qualité, hein. il va rentrer dans les valeurs. Voilà. Alors, bon, déjà pour citer des secteurs, donc pour nous, ça s'applique à la technologie, notamment les semi-conducteurs, parce que là, il y a une vraie croissance sous-jacente et qui ne s'arrête pas. On a vu les résultats des SML ce matin. Pour nous, le luxe en fait partie, ainsi que des valeurs soutenues par la thématique de la digitalisation, par exemple Téléperformance ou la transition énergétique Schneider. Alors, on aime aussi des valeurs dont l'activité nous paraît robuste, mais dont les multiples de valorisation étaient déjà décotés avant le mouvement de baisse. Alors, typiquement, dans les petites et moyennes valeurs, je pense à des valeurs comme Ipsos ou SPI, qui, il y a un an, traitaient déjà à 10 fois les résultats, c'était pas très cher. Mais là, depuis un an, finalement, les résultats tiennent, même tiennent très bien. Et comme on partait de multiples de valorisation qui étaient déjà bas, en fait, ce sont des valeurs qui surperforment parce que déjà, il n'y a pas ce problème de baisse des multiples globalement, alors que pour nous, leurs perspectives sont bonnes. Alors, à l'inverse, on est plutôt prudent sur des valeurs cycliques où les résultats pourraient fortement se détériorer. Et puis, il ne faut pas oublier aussi les valeurs de croissance type start-up, il y en a pas mal dans les small et mid cap, qui ne sont pas encore bénéficiaires et où le business model n'est pas mort, mais disons qu'une moindre croissance pourrait renforcer la nécessité de procéder à des augmentations de capital
qui, vu la baisse des multiples et des cours, pourrait s'avérer très dilutive. Donc là, on est extrêmement sélectif sur cette catégorie. Et enfin, parce qu'il faut quand même le dire, il y a la liquidité réduite des petites et moyennes valeurs à créer des situations où il y a déjà eu des valeurs qui, de notre point de vue, ont capitulé. C'est-à-dire des valeurs qui ont effectivement rencontré un environnement plus délicat. Je pense par exemple à Hexahome dans la construction de maisons individuelles et la rénovation. Oui, il y a un ralentissement, il était largement anticipé. C'est une valeur qui est très peu liquide et où du coup il y a eu des dégagements, alors pour le coup excessifs de mon point de vue. Et je pense que sur le niveau de cours actuel, même si le news flow ne va pas être extraordinaire sur les 12-18 prochains mois, c'est une société qui a montré dans le passé qu'elle était tout à fait capable de traverser les périodes de crise et où je reste convaincu qu'au niveau actuel, on gagnera de l'argent si on investit à 3 à 5 ans dedans. Voilà. Ok. Et puis il y a Très bien. plein d'autres exemples Super. de ce style-là, mais je vais laisser la parole à Sad et Caroline. Non, mais c'est bien. Moi, j'adore le concret parce que ça parle aux gens et finalement, c'est des secteurs qui sont très différents, mais en vous plongeant dedans, enfin, vous voyez, vous ne choisissez pas tous les secteurs, toutes les entreprises d'un secteur, mais les entreprises qui, dans chaque secteur, peut tirer son épingle du jeu. Saad, je te redonne la parole. Est-ce que tu peux nous parler, voilà, comment toi tu vas aborder les choses pour aller dans le sens de ton constat? Maintenant, on fait quoi pour le prochain trimestre, mais également les perspectives 2023? Ben, je rejoins un peu le discours d'Alain sur la partie si on attend que tout aille bien, c'est souvent un peu trop tard. Dans le sens où protéger son portefeuille quand on a déjà observé une baisse de 25 à 30%, c'est pour moi l'un des meilleurs moyens de se couper l'herbe sous le pied et d'éviter potentiellement de prendre un rebond parce qu'on considère que rebond il y aura, on ne sait pas quand effectivement, mais voilà, sur les marchés, il faut être capable d'accepter potentiellement des baisses à court terme si on est confiant sur moyen long terme, notamment sur les sociétés en particulier. Donc dans ce contexte-là, on va avoir une démarche peut-être moins défensive que ce que vient d'évoquer Alain, on va plutôt être on va aller reprendre un peu de risque. On va aller surtout sur des valeurs qui sont dites cycliques, mais ce qu'on appelle cycliques de qualité. C'est-à-dire que c'est vrai que dans les cycliques, c'est une classe enfin, les small caps sont une classe d'actifs très hétérogène, et puis après, les définitions peuvent l'être aussi. Mais on a des sociétés qui sont cycliques, qui ont un certain pricing power, qui ont une sensibilité au cycle, mais donc on voit aujourd'hui que les cours de bourse intègrent déjà beaucoup de mauvaises nouvelles. C'est vrai qu'historiquement, sur les marchés, de toute façon, il y a toujours, comme je le disais tout à l'heure, 6 à 12 mois entre le cours de bourse qui anticipe et l'évolution des BPA. Et c'est le cas clairement sur des valeurs qui ont baissé de parfois plus de 50% alors que les résultats n'ont pas encore baissé, ce qui veut dire que le marché considère que leurs résultats vont potentiellement baisser de plus de 50% sur les semestres à venir. Donc ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est encore une fois des valeurs dites cycliques de qualité. Ça peut être des acteurs comme Trigano, le leader européen dans le domaine des camping-cars. Ça peut être des acteurs comme Beneteau dans le nautisme. Ça peut être des acteurs comme Manitou, qui est une société purement industrielle. C'est un fabricant de chariots élévateurs, machines agricoles et de construction. Donc effectivement cyclique par excellence, mais très qualitative, qui a réussi à gagner des parts de marché à travers le temps, qui a réussi à progresser, à faire évoluer son chiffre d'affaires et sa marge, et qui là très récemment a été très impacté par la hausse des matières premières, puisque l'un de ses principaux coûts c'est l'acier, puisqu'il fabrique des machines agricoles et de construction, sauf qu'il réalise un chiffre d'affaires avec souvent 12 mois d'écart par rapport aux commandes qui ont été prises, et donc en l'occurrence le chiffre d'affaires récent n'a pas encore bénéficié des hausses de prix. Par contre, il prend plein de manière purement spot. Ouais. Voilà, il prend les coûts au niveau spot. Donc il y a un effet ciseau très négatif qui est apparu récemment sur Manitou, et on pense que justement ça va être l'inverse dans les mois et les semestres à venir, parce que les hausses de prix, elles cumulent, elles avoisinent les 10-15% aujourd'hui, et par contre, comme je le disais tout à l'heure, les coûts ont déjà pas mal reflué sur les coûts de transport, évidemment sur les coûts de l'acier qui est un gros poste de coût pour eux, et donc on devrait sûrement avoir des effets inverses à ce qu'on a observé récemment. Donc c'est le cas pour beaucoup de valeurs, c'est le cas pour Beneteau, j'en parlais, dans le domaine du nautisme qui a souffert du prix de la résine, du bois, etc. Reste à voir comment ils vont gérer l'inflation salariale, mais ça reste assez bien compensé par des hausses de prix. Et encore une fois, par contre, les cours de bourse, là, on a des valorisations qui reviennent à des niveaux de 2008, voire inférieurs, sur la base de n'importe quel multiple, en EV sur chiffre d'affaires ou en EV sur EBIT. Donc, voilà, il faut. C'est hyper intéressant. Donc, on voit qu'il y a des vraies opportunités, quoi. Ouais. Clairement, ouais, c'est des opportunités qu'on ne trouve pas tous les jours, et il faut savoir les aborder avec sérénité dans ces moments-là. Caroline, même exercice, est-ce que tu peux nous donner un petit peu comme ça les secteurs, les typologies d'entreprises, quelques vraies valeurs dont tu veux nous parler comme l'ont fait tes camarades, parce que moi j'aime bien ça, c'est intéressant.
Oui, bien sûr. Alors, déjà, je voudrais revenir sur nos convictions, comme on l'a dit sur la classe d'actifs. Je pense que même si on peut s'attendre à ce que ça soit un peu chahuté encore à court terme, si on a une vision d'investissement comme la nôtre à long terme, donc sur un investissement de 5 ans, et souvent on recommande des placements sur cette durée d'investissement de 5 ans, eh bien, je pense que là, aujourd'hui, on a des points d'entrée là qui commence à être extrêmement intéressant, et s'exposer aujourd'hui ne me semble pas idiot du tout. Alors, d'un point de vue de la sélection de valeurs, parce que on a beaucoup parlé de la classe d'actifs dans son ensemble, des indices, mais la bonne nouvelle, c'est que nous, on est des stock pickers, donc on a la possibilité d'aller choisir les sociétés dans lesquelles on va s'exposer. C'est aussi ce qui fait la beauté de cet univers, c'est qu'on a souvent des pure players, et donc nous, stock pickers, ça va nous permettre de nous exposer à des thématiques très spécifiques qu'on va pas retrouver forcément dans les grandes valeurs, ou alors de façon extrêmement diluée. Voilà. Donc, je dirais que nous, à court terme, bon, c'est pour reprendre, on va reprendre un petit peu les thématiques développées par Alain et Saad, c'est-à-dire que à la fois on va avoir tendance à rechercher des sociétés résilientes dans cet environnement de marché où l'inflation est toujours présente, où le ralentissement, elle va finir par manger sur la demande, en fait. C'est ça qu'on craint particulièrement. Donc des sociétés qui ont aujourd'hui des carnets de commandes solides et qui pourront donc faire face à ces ralentissements potentiels de la demande finale. On va faire très attention dans le choix de ces valeurs résilientes à la valorisation. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est important, et on le voit actuellement quand on a des déceptions sur les guidance, les attentes de résultats de ces sociétés de croissance, ça peut faire très mal sur les cours de bourse, et on le voit encore ce matin sur quelques valeurs. Donc être très vigilant à la valorisation. On est également très vigilant à éviter les sociétés fortement endettées dans cet environnement de remontée des taux. Et comme on l'a dit, donc des sociétés qui ont un pricing power important pour repasser leur hausse de coûts à leur clientèle finale. Alors, en termes de thématiques plus structurelles, il y a des thématiques qui nous intéressent fortement. La première, c'est tout ce qui est lié à la recherche d'économie d'énergie. On parle de transition énergétique, mais ça, en fait, ça touche une multitude de secteurs. On va avoir des sociétés industrielles, on va avoir des sociétés dans le conseil ou dans l'ingénierie, des sociétés également présentes dans l'électrification. Faut pas oublier qu'on a une tendance structurelle de croissance des villes. N'oublions pas cette thématique dans les pays émergents où on nous a cité un chiffre très très marquant, c'est que chaque année on a l'équivalent de 14 Singapour qui se créent par cet exode rural vers les villes, donc avec des besoins en électrification, en infrastructure très importants. Donc on va pouvoir aller sélectionner des sociétés qui sont exposées à ces thèmes très porteurs. L'automatisation, c'est également un thème qui pour nous va être également très porteur pour les années à venir. Actuellement, c'est assez criant. On a une pénurie de main-d'œuvre qu'il faut bien compenser par des gains de productivité. Donc, on a par exemple Airbus qui nous a dit avoir augmenté ses programmes d'automatisation justement pour pallier ces pénuries de main-d'œuvre actuelles. Mais si on raisonne à plus long terme, on sait très bien que la population active en fait se réduit dans nos économies développées. Et que également on parle beaucoup de déglobalisation et de reshoring. Alors si on veut que ça se fasse, il va aussi falloir trouver des moyens d'augmenter notre compétitivité et notre productivité. Donc ça va passer forcément par de l'automatisation. Donc on va avoir à la fois des sociétés industrielles, mais aussi des sociétés informatiques ou de software qui vont intervenir dans ces domaines-là. Merci Caroline.
Ouais. Vas-y, je te laisse 20 secondes parce qu'on est en train de déborder un peu sur le temps qui passe très vite. Oui, une autre thématique qui est très forte, qui a été déjà citée, bien sûr, c'est la digitalisation. Mais au-delà de ça, on a des acteurs aujourd'hui, des entreprises de services informatiques qui sont portés par non seulement cette thématique de la digitalisation, mais de changement de process profond. On parle beaucoup de changement de process dans la supply chain, qui a été très fortement perturbée ces derniers temps. Donc, ces sociétés de services informatiques vont aider à changer ces process, vont également aider à changer les process en termes ESG, parce que ça aussi c'est une vague qui est très présente, non seulement dans notre métier de la gestion d'actifs, mais aussi chez les entreprises. Et il faut changer les process et on a besoin de sociétés informatiques pour ça. Merci beaucoup, Karine. Le temps passe hyper vite puisqu'il est déjà 10h25. Alors évidemment, pour traduire ce que vous venez de dire tous les trois, parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'une fois que vous avez expliqué ça, moi, j'aime bien qu'on parle du concret. Pouvez-vous nous parler du fonds que nous devons intégrer, selon vous, dans nos portefeuilles et dans lequel on retrouverait vos thématiques et les valeurs dont vous avez parlé? Saad, tiens, je te laisse commencer. Alors, moi, je m'occupe d'un fonds qui s'appelle Keraos Small Cap et que je gère depuis son lancement en avril 2015. Chez Keraos, on mange notre propre pain. Donc, moi, je suis personnellement très investi dans le fonds, et comme toute l'équipe de gestion d'ailleurs. Je pense que c'est important de le souligner. Et puis, accessoirement, le fonds lui-même est aujourd'hui full invest. Il est vraiment entièrement investi. On a peu de liquidité parce que, comme je le disais, il est souvent trop tard quand les bonnes nouvelles arrivent d'être investi. Et donc, il faut savoir parfois être contrariant. Alors, faut pas être contrariant juste par le principe, il faut être très sélectif, et c'est là tout notre métier. On fait de la sélection de valeurs, tout en ayant bien en tête qu'on vise pas forcément les plus bas. Donc il faut être capable d'accepter à court terme, dans ces périodes volatiles, des baisses de 10, 15, 20% potentiellement, si, encore une fois, et je pense que c'est une condition nécessaire, on n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin de liquidité dans les mois et les semestres à venir. Et pour ça que Caroline rappelait de manière très pertinente que l'horizon d'investissement en bourse, c'est pas qu'une phrase réglementaire, hein, mais c'est minimum 5 ans. C'est pour justement être capable d'intervenir dans ces moments-là de manière très très sereine. Et on sait que statistiquement, après une baisse aussi forte, sur un horizon aussi long de 3-5 ans, eh bien, la probabilité de perdre de l'argent est extrêmement faible. Donc, nous, on fait du stock picking. C'est pas une gestion purement thématique. On a un track qui est quand même au rendez-vous, puisqu'on a, malgré sur les dernières années, malgré 2018 très forte baisse, 2020 avec le Covid et 2022 avec cette guerre en Ukraine, l'inflation, la remontée des taux, on arrive à faire des rendements de l'ordre de 7% annualisés. Donc bon, on espère que ça va être un peu mieux vu le contexte des dernières années. Mais voilà, il faut être très très sélectif, rester sur des sociétés de qualité qui sont injustement valorisées par le marché et faire le tri entre le bon grain et l'ivraie d'une certaine manière. Impeccable, ça c'est du pitch. Caroline, je récupère un petit peu de temps, comme tu en as eu un peu plus tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous pitcher le fond en 1 minute 30 pour garder un peu de temps pour Alain, s'il te plaît? Alors en fait, chez Edmond Rothschild, hein, on a un groupe familial et entrepreneurial, et donc on a souhaité, au travers de notre fonds Sustainable Smaller Company, qu'on est en train de lancer, en fait, combiner deux objectifs. Le premier, c'est offrir à nos clients un véhicule d'investissement qui permette d'investir dans cette classe d'actifs dont on a dit qu'on pensait qu'elle avait tous les atouts pour performer sur le long terme. Et puis le deuxième objectif, en fait, c'est de participer à l'essor de cet écosystème des petites et moyennes entreprises européennes en investissant uniquement dans des sociétés qui sont créatrices d'emplois. Alors, quand on sait que les PME ETI, c'est 75% de l'emploi en Europe, que les ETI à elles seules ont créé plus de 5 fois plus d'emplois que les grandes valeurs depuis 2009, nous, on trouve ça important d'accompagner ces sociétés. Donc, on va les accompagner sur le long terme. On sait que ce sont des sociétés de croissance, puisque c'est sociétés, donc on va les accompagner sur leur chemin de croissance, sur un horizon, comme on l'a dit, d'au moins 5 ans. Donc on s'attend à ce que nos porteurs alignent leur horizon de placement sur notre propre horizon d'investissement. Alors dans le fond, on va trouver des sociétés principalement de qualité, et puis qui présentent des perspectives de croissance, alors pas forcément fortes, mais visibles et régulières, sur des thématiques, sur 3 thématiques en fait, qui correspondent aux 3 transformations de nos économies: la transformation digitale, transformation environnementale et la transformation sociétale. Ça c'est du pitch. Je suis obligé de te couper, pardon. Il est 10h30, on va laisser 2 minutes à Alain quand même
de nous donner son ou ses fonds, parce que j'aimerais bien quand même avoir la vue de Claresco sur ce sujet. Ok. Alors nous, nos fonds, Claresco Avenir et PME, créés en 2010 et 2014, que je gère et dans lequel je suis fortement investi, donc fonds spécialisés sur les petites et moyennes valeurs. Nous, on pense qu'il y a des points d'entrée intéressants, parce qu'effectivement, comme on l'a dit, on est sur des sociétés qui ont les small et mid cap, elles sont là pour croître, elles peuvent plus facilement doubler de taille qu'une grosse boîte. Et globalement, on a des sociétés de taille parfois modeste, mais qui occupent des parts de marché importantes sur des marchés de niche, avec une capacité bénéficiaire solide, un potentiel de croissance important sur le long terme et des valorisations attractives. Alors on est complètement en stock picking, il y a bien quelques idées sectorielles, mais globalement on choisit surtout des valeurs qu'on analyse de manière approfondie, leur marché, analyse stratégique, leur avantage concurrentiel. Pour nous, ce qui est important, c'est la capacité à être durablement profitable, même dans des périodes difficiles, et de pouvoir assurer une croissance tant organique que par acquisition. On rencontre évidemment les managements avec lesquels on a une relation étroite depuis pas mal d'années. Et il faut noter qu'il y a quand même beaucoup de sociétés familiales ou au moins des sociétés où les dirigeants sont actionnaires. Et nous, ça nous paraît assez important de parler. On ne parle pas seulement aux patrons, on parle aussi aux dirigeants actionnaires, ce qui, en termes d'alignement d'intérêts, nous paraît plus proche que dans les large caps où parfois on a des dirigeants mercenaires qui suivent d'autres préoccupations. Voilà, la valorisation, bien sûr, c'est important, mais ça arrive en dernier lieu. Et ça sanctionne la décision d'investissement et le poids. Alors, pour donner quelques idées, aujourd'hui, en fait, on est quand même très confiant dans le potentiel de croissance à horizon 3-5 ans de nos principales lignes, qu'on connaît bien, et dans lesquelles nous sommes investis un peu dans une optique private equity. Alors, je citerai sociétés comme GTT dans l'isolation de gaz naturel liquéfié, Trigano dans le camping-car, Ipsos dans les études marketing, Oeneo et TFF dans les bouchons et les barriques pour le vin et le whisky. Toute petite niche, mais extrêmement intéressante, des sociétés qui ont déjà en 10 ans fait x3, x4 dans leur cours de bourse et qui sont loin d'avoir fini leur histoire. Voilà, ou une petite société industrielle, alors ça fait peur, on pense que c'est très cyclique, mais c'est qui s'appelle Mersen dans les matériaux spécialités. En fait, une société qui est devenue beaucoup plus résiliente que par le passé, qui va être sur des thématiques extrêmement importantes dans la transition énergétique, dans les fours réfractaires, dans le solaire, et qui, à mon avis, est mal comprise par le marché. Barco dans le matériel de projection, Equinox dans les télécoms, ou BND dans les panels européens. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de parler de BND, mais sinon... Alors, j'aurais adoré, Alain, mais c'est trop. Alors, d'abord, je vous remercie tous les trois parce que c'est un exercice qui vous voyez, file à toute vitesse. Merci pour toutes ces valeurs. D'abord, je vous précise que l'idée maintenant, parce que moi, ça m'a donné terriblement envie, en particulier les valeurs que je ne connais pas et dont vous avez l'air d'avoir beaucoup de conviction. Donc, on se rapprochera, nous, et je le dis aux auditeurs, de se rapprocher évidemment de vos équipes sales pour aller plus en profondeur des fonds et des valeurs, des petites histoires à raconter pour mieux comprendre le secteur. Je vous remercie bien pour l'exercice parce que finalement, vous avez vu, c'est pas simple de donner toute l'énergie et la conviction en finalement si peu de temps. Je vais résumer pour nos auditeurs ce que moi je retiens surtout un mot que vous avez tous les trois utilisé, qui est le stock picking, c'est-à-dire on ne se ferme pas du tout aux opportunités, on ne s'enferme pas dans une thématique, on ne s'enferme pas dans un secteur, mais on reste extrêmement attentif aux entreprises qui ont encore des choses à nous prouver. J'ai entendu aussi pas mal de choses sur encore des sociétés en croissance, donc moi j'aime beaucoup, c'est ça la force du small and mid cap, et j'ai compris quand même que au-delà des perspectives 2023, entrer dans des fonds comme les vôtres en ce moment, il fallait l'envisager quand même avec un temps un peu plus long qu'une simple année, et que si on avait 3 ou 5 ans, ce serait là que certaines des valeurs dont vous avez parlé auraient une très bonne maturité. Je vous remercie tous les trois, Caroline, Sad et Alain, et je vous dis à très bientôt, et on va attaquer la deuxième table ronde où là on va parler de la gestion obligataire. Est-ce la gestion du moment? À tout de suite.